Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je reçois souvent d'ex-politiciens et de politiciens également, puis on discute et on a discuté de la pandémie et de sa gestion également. Il serait bon aussi d'avoir le point de vue de la jeunesse sur ce point, soit la pandémie. Alors, j'ai invité M. William Barry, président de la Commission politique libérale jeunesse Abitibi-Témiscamingue, et nous allons en discuter parce qu'il représente très bien la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, M. Barry, bonsoir. Bien, bonjour, mais merci de me recevoir, c'est très apprécié. C'est réciproque, mon cher M. Barry, également. Lors de notre entretien en décembre dernier, parce que je vous avais reçu sur ce plateau en décembre dernier, on avait abordé le sujet ou le thème des jeunes en politique. Moi, j'aimerais ça, et ce soir, comme je le disais dans mon intro, aborder celui des jeunes face à la pandémie. Parce que les jeunes ont leur mot à dire aussi. Même si souvent les jeunes peuvent peut-être penser, entre parenthèses, « Oh, la pandémie, ça, c'est pas pour nous autres, c'est pour les vieux, ça, probablement. » Mais on se rend compte de plus en plus que ça frappe les jeunes également. Oui. Alors, on va en parler un peu. Moi, j'aimerais savoir votre opinion sur le gouvernement en place, soit celui de la CAQ. Selon vous, est-ce que la CAQ gère bien cette pandémie qui aura bientôt 1 an? Quand on parle de confinement, quand on parle de fermeture de toutes sortes, on parle de couvre-feu, on parle de zones en couleur, fermeture des régions et des provinces. Dans l'ensemble, est-ce que la CAQ s'en tire bien? Bien, je pense que ce qu'il faut adresser dès le départ, c'est qu'il n'y avait pas un plan déjà fait d'avance sur comment agir. Parce que moi, j'en reviens tout le temps quand ils ont dit au début, on construit l'avion en vol. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe. Puis, je ne suis pas ici pour faire le procès de la CAQ non plus. Non, parce que, absolument pas. Somme toute, les résultats sont quand même assez bons. Je pense qu'on aurait pu s'en tirer d'une manière beaucoup plus difficile, disons-le. Puis je pense aussi qu'il y a un bon travail d'adaptation qui est fait, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Par exemple, je pense qu'il y a eu quelques lacunes. Oui. Des lacunes, par exemple, si je prends l'exemple des jeunes, je pense qu'on a été laissé un petit peu de côté parce qu'on s'est dit, bon, écoute, c'est des jeunes, ils vont s'en sortir, c'est pas grave de les isoler. J'en conviens qu'au départ, probablement, là, écoute, il y a bientôt 1 an de ça, Oui. là, le 13 mars, je m'en rappelle, bien, peut-être qu'à ce moment-là, on a dit, bon, les jeunes, ils sont capables d'être isolés de leur côté, puis ainsi de suite. Mais là, ça devient long. Puis je pense long et lourd également. Oui, très lourd. Okay. Puis je vais parler plus au nom du reste des jeunes, parce que ça m'affecte aussi, mais ça en affecte beaucoup d'autres. Bien, c'est le fait d'être isolé chez soi, puis de devoir faire les cours, par exemple, à distance. Pour beaucoup, beaucoup de jeunes, c'est très difficile. Il y a une étude qui est parue dans la presse dernièrement qui expliquait que 71% des jeunes présentement au collégial et à l'université pensaient arrêter ou avaient déjà eu l'idée d'arrêter. Oui. Donc, juste le fait d'avoir l'idée, je dis pas que c'est catastrophique, mais c'est pas bon, parce que c'est pas ça qu'on veut. Vous êtes à l'école encore. Oui. Parlez-moi de vous face à la pandémie, parce que vous avez suivi des cours par visioconférence, oui. j'en suis persuadé. Oui. Puis, aujourd'hui, face à tout ça, là, presque 1 an après, comment vous vous sentez face à ça, vous, comme étudiant? Bien, moi, personnellement, je trouve que c'est assez lourd. Parce que, vous savez, c'est important d'avoir une proximité avec le professeur. C'est vrai. Puis, justement, d'étudier au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue comme je le fais, normalement, c'est supposé être beaucoup plus facilitant parce qu'il y a une proximité avec le professeur. On n'est pas beaucoup dans les cours, normalement, encore aujourd'hui. Puis, le professeur, écoute, on peut organiser une rencontre avec lui très facilement. Mais là, présentement, on est seul chez soi, la plupart voient personne. Puis, de mon côté, à moi, je trouve ça difficile, surtout au niveau proximité. C'est beaucoup que les travaux à faire deviennent beaucoup plus lourds et plus longs parce qu'on le sait, puis probablement les étudiants qui regarderont ça vont me comprendre. Après le cours,
des fois, un petit 5 minutes, rester et demander au professeur, écoute, qu'est-ce que je devrais mettre là? Comment tu m'expliquerais ça? Ben, tu peux pas le faire, là. Tu dois t'organiser pour avoir une rencontre Zoom avec lui. Donc, ça complexifie un petit peu le tout. Puis, je pense que d'un autre côté, d'un angle un petit peu plus politique, ben, on est laissé de côté, oui, mais on manque d'informations. On nous en donne pas. Tu sais, on nous a dit qu'on allait pouvoir retourner graduellement, par exemple, à l'école, au cégep, à l'université. Mais finalement, on se rend compte que plus ça va, c'est pas nécessairement le 50% qu'on avait promis. En fait, c'est loin de ça. Moi, on m'ajoute un cours en alternance une semaine sur deux, puis un autre cours 3 fois dans la session. OK. Donc, c'est pas beaucoup. Puis, quand j'en parle avec les autres jeunes libéraux, parce que c'est mes contacts de l'extérieur, Oui. mais c'est pas plus, C'est la même chose. c'est pas joli non plus. On OK. parle d'un cours additionnel. Puis vous savez, c'est difficile, là, par exemple, de ne pas aller à l'école puis de voir les gens. Alors que, je prends l'exemple du secondaire, puis moi, c'est la nuance. Je comprends qu'on doit trancher à quelque part, mais au secondaire, on est là, on se voit dans les corridors, tout le monde se voit, il y a une classe de 24-25 élèves, alors que nous, Le on contact est... humain qui manque énormément. Exactement. Aussi. Puis ça fait du bien, vous le savez. Très vitement, M. Barry, le confinement, les fermetures de toutes sortes, parce qu'on en a vu, il y en a encore, le couvre-feu, puis les zones, la couleur des zones, est-ce que ce sont des choses qui sont bienvenues? Est-ce que, selon vous, le gouvernement a bien agi lorsqu'il a décrété là, tout ça, le confinement, fermeture, etc.? Bien, je crois que, par exemple, il y a un certain niveau où ça a quand même bien fait d'être mis en place. Dans une certaine mesure où, par exemple, on aurait pu y aller par région, comme plusieurs des partis d'opposition ont mentionné. D'ailleurs, le Parti libéral, je pense au Parti québécois, Québec solidaire, qui ont mentionné ça. Mais tout ce qui... L'information qui est transmise aux régions, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en zone rouge, qu'est-ce qu'on peut faire en zone orange, ainsi de suite. Maintenant, zone jaune, on ne sait plus c'est quoi, puis zone verte non plus. Non, ça, Donc, je pense on les que a oubliés, ceux-là. ça, c'est ce qui est difficile. Pour ce qui est du couvre-feu, au début, il y avait beaucoup de critiques quand même là-dessus. On avait vu qu'en France, ça n'avait pas nécessairement fonctionné. Il y avait beaucoup d'experts qui se prononçaient pour dire que ça n'allait pas nécessairement fonctionner. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça a fonctionné ou c'est plus le fait que tout était fermé? Oui, justement, mais apparemment, on a vu une différence quand même Oui. assez imposante, aussitôt que le couvre-feu a été décrété. Oui. Donc là, présentement, les preuves sont là pour approuver puis un petit peu confirmer ce que Monsieur le Premier ministre François Legault avait apporté. Moi, personnellement, j'ai à 8h30 ou que ce soit à 9h, 9h30, je ne sors pas non plus. Donc, moi, personnellement, ça ne m'affecte pas, mais je crois que ça peut handicaper certaines personnes, mais présentement, il y a des mesures possibles. Par exemple, on pense aux lettres de permission. Donc, je pense que, somme toute, c'est peut-être pas une mesure qui est bien accueillie, mais si ça fait ses preuves. Parce que là, il faut qu'on s'en sorte un jour. C'est ça. Fait que là, on essaie toutes sortes de moyens. On revient sur les moyens qui ont fonctionné. C'est ça. On tend à laisser de côté les moyens qui n'ont pas fonctionné et c'est normal également. En effet. Fait que je pense que, en tout cas, il faut, mais j'ai l'impression que tant et aussi longtemps, et vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé, tant et aussi longtemps qu'on ne vaccinera pas à haute échelle, on ne pourra pas enlever le masque un jour. Non, en effet, on ne pourra pas faire ça. Assurément. Du côté du fédéral, le fédéral a pris beaucoup de temps à fermer les frontières. Ça a été reproché à M. Trudeau, beaucoup. Il a mis beaucoup de temps. Là, on semble lui mettre sur le dos la négociation ou les négociations des vaccins. Il semblerait que c'était, entre parenthèses, mal négocié. Et on en a un peu la preuve. Là, on est rendu presque à la fin de février, puis on n'a pas de vaccin. On vaccine à 2-3 000 par jour. C'est pas parce qu'on manque de personnes pour vacciner, on manque de vaccins, tout simplement. Alors, ça, là, c'est un reproche qu'on a à lui faire. Les nombreux programmes qui ont amené un déficit qui serait probablement à autour de 382 à 385 milliards. Tout ça mis ensemble, est-ce que le fédéral a bien agi à venir à date avec cette pandémie? Bien,
Je pense que, moi, je serais prêt à dire que, somme toute, il y a quand même, oui, le fédéral a bien agi. Par contre, on doit admettre qu'il y a une certaine lenteur d'action. Probablement, puis assurément, c'est pas nécessairement Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau qui veut ça lui-même non plus. Puis c'est ce que j'aimerais adresser parce qu'on a vu certaines critiques, par exemple, mentionner que c'était une lenteur de M. Trudeau, ainsi de suite. Mais je pense plus que c'est une complexité d'administration et de législation. On pense notamment aux frontières, on pense notamment à la lacune qu'il y a eu, probablement que vous avez vu ça passer dans le temps du congé des fêtes, alors que les voyageurs qui revenaient supposément allaient pouvoir bénéficier de l'argent. Oui. Ça, c'est une lacune, oui, certes, mais c'était pas une intention du fédéral. Puis je crois que oui, ça a pris du temps à se régler. L'important, au final, c'est que c'est réglé. Mais moi, ce que je suis prêt à dire, c'est que oui, il y a eu une bonne gestion qui a été faite. Je suis prêt à admettre également que ça a été long, mais je ne crois pas nécessairement que c'est de la faute de l'administration Trudeau, mais bien du fait que c'est assez complexe de régler tout ça, puis c'est assez complexe de s'occuper, par exemple, de tout ce qui est législation. Puis je pense que c'est normal parfois qu'il y ait des lacunes. On le voit au provincial, ça arrive parfois qu'il y a des lacunes, puis qu'il y a des choses qui doivent être corrigées ou recorrigées. Parce que lui aussi, il construisait l'avion en vol. Là. Parce les que deux c'est étaient... une chose Oui. qui n'était jamais arrivée depuis la grippe espagnole au tout début, en 1904 là, environ. On n'avait pas eu une pandémie comme ça. C'est ça, exact. Fait que là, il fallait s'ajuster. C'est beau de tirer la pierre au gouvernement, peu importe lequel, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont négociables, qui sont non négociables également. Et les choses qui sont négociables, ça ne veut pas dire que demain, et je ne veux pas prendre pour le gouvernement non plus, mais c'est vrai qu'il faut être réaliste. On ne peut pas dire arriver demain matin, on ferme les frontières, on empêche les gens de rentrer au pays. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Exactement. Maintenant, est-ce que M. Trudeau et son groupe ont vraiment fait l'impossible pour activer le plus possible cette entente-là? C'est ça qui reste à déterminer. C'est plus de ce côté-là. Puis c'est un petit peu le même principe parce que vous parliez du vaccin et tout ça. Il y a une certaine... Je pense qu'il y a une lacune, justement. Il y a un ralentissement. Mais je pense que c'est aussi en vue du point, justement, que Justin Trudeau aurait, le poids qu'il pourrait avoir à l'international. Je crois que ce n'est pas nécessairement justement à cause de l'administration qui est autour de Justin Trudeau, mais bien à cause du poids politique à ce moment-là, que par exemple, on tarde à avoir. Parce que, on pourrait se l'admettre, je ne crois pas que ça se trouve être le premier ministre Justin Trudeau qui garde les doses chez lui là, à ce moment-là. Je ne penserais pas. On est deux, en tout cas, qui ne pensent pas que c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut adresser. Oui, c'est sûr. Mais apparemment, selon ce que l'on peut lire un peu à gauche et à droite, c'est qu'il y aurait certaines conditions qui auraient été mal négociées, nous dit-on. Oui, là, ça semblerait se passer parce que là, aujourd'hui, on enregistre l'émission le 18 février, mon Dieu, excusez, c'est vrai que ça passe vite. Le 18 février, et puis là, les doses commencent à rentrer. Fait qu'on espère que ça va continuer à rentrer, mais c'est parce que, disons qu'on est en retard. On était pas loin du 40e au monde là, actuellement. Oui, c'est ça. Bien, selon ce que j'ai regardé hier, on était même 50. 50, donc, parce que là, je n'ai pas regardé les chiffres. C'est sûr que c'est différent de ce qui se passe en Israël. Là, oui. Mais écoute, je pense qu'on peut se comparer. Des fois, ça fait du bien dans la vie de se comparer, mais il y a certaines politiques sociales qui sont différentes là-bas également, là, puis au niveau administration. Donc, il ne faut pas tout ramener, là, par exemple, aux pays qui réussissent actuellement. C'est ça. Monsieur Berry, là, on va faire du coq à l'âne. Si vous me permettez, on va aller autant au fédéral qu'au provincial. On va rester là dans le fédéral. Monsieur Trudeau a fait un léger remaniement ministériel. Est-ce qu'on peut appeler ça un remaniement préélectoral? Il a ramené Monsieur François-Philippe Champagne près de lui. Ça sent les élections. Il ne faut pas s'en cacher. Il a pris M. Garneau au transport et il l'a donné à la place de M. Champagne. Selon vous, est-ce qu'on peut commencer à sentir les élections? Ça, c'est un préavis, là, qu'on le veuille ou non. Oui, en quelque sorte. Par contre,
c'est peut-être quelque chose à ce moment-là qui était discuté depuis longtemps, qu'on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça peut laisser sentir aux élections. Puis François-Philippe Champagne, c'est tout qu'un guerrier pour le C'est un Parti guerrier, puis libéral. ça va être son bras droit En effet, de puis l'élection. il a tout le mérite de l'avoir parce que c'est quand Oui. même c'est quelqu'un avec beaucoup d'intégrité qui a fait beaucoup pour le Canada à l'international. Oui, oui, puis c'est Donc, même très solide aussi. Là. Puis Oui. en plus, écoute, ce n'est pas pour vanter la patrie du Québec, mais c'est un Québécois. Écoute, Oui, puis oui. donc je pense que c'est très bien qu'il soit rapproché. Par contre, je ne sais pas si c'est dans vos prochaines questions, mais il y a eu une certaine polémique là, autour du remaniement du côté avec le Bloc québécois, puis Oui. du ministre Al Gabra, mais je pourrais vous laisser On poursuivre. On va en parler. On va en parler, c'est Je vous sûr. devance, je suis désolé. Exactement. Fait que donc, pour vous, est-ce que vous y voyez quand même un certain remaniement préélectoral? Je Oui, repose la définitivement. question. Définitivement, oui, j'en OK, suis sûr bon. et certain d'ailleurs. Alors, est-ce que vraiment on peut s'attendre à une élection générale en pleine pandémie? Le gouvernement n'a pas présenté de budget depuis quasiment très longtemps. Oui. Va présenter ou devrait présenter au mois de mars son premier budget depuis très longtemps. Budget qui pourrait être, entre Faramineux. parenthèses, faramineux, mais il pourrait être défait aussi. Le gouvernement pourrait Oui, être en défait effet. parce qu'un budget, c'est un vote de confiance. Donc, Exact. tu perds ton vote de confiance, tu t'en vas automatiquement en élection. Exact. Le NPD, depuis deux fois au moins, a sauvé le gouvernement parce que moi, je me demande, est-ce que c'est le temps en pleine pandémie, et je vous pose la question également, est-ce que c'est le temps en pleine pandémie de déclencher des élections? Parce que le NPD ne pourra pas tout le temps sauver le Non, gouvernement. en effet. Et on sait très bien qu'au dépôt du budget, on sait très bien que le Parti conservateur ne votera pas pour. Non. Puis le Bloc ne votera pas pour non plus. Alors là, il va falloir. reste un parti qui peut le sauver encore une fois. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr et certain que la situation actuelle fait que c'est beaucoup plus compliqué. Ça s'est fait dans les provinces pacifiques, mais je ne croirais pas, par exemple, que ce sera pour, par exemple, l'automne qui vient. L'automne ou le printemps? Le printemps qui vient. OK, Le printemps qui OK, vient. oui. Désolé, j'ai Non, c'est pas grave. Oui, non, le- c'est parce que l'automne, ça Oui, peut oui. être là, justement. Ça pourrait être là, oui. Oui. Non, mais je penserais pas que ça soit pour tout de suite. J'ose espérer, puis certains diront que ça va avantager le Parti libéral du Canada, mais j'ose espérer que le vote puisse passer pour qu'on puisse continuer, par exemple, à administrer tout ce qui est niveau au Canada, puis plus précisément la crise en tant que telle qu'on fait face. Là. Parce que je pense que les gens, aussi bien du côté gouvernemental que de la population en général, en ont ras-le-bol, là. Tout Oui. le monde en a ras-le-bol. Puis si on s'en va imposer une élection fédérale, en plus de tout ça, je pense que là... C'est difficile à accepter. Moi, je ne verrais pas du tout comment Non, on c'est pourrait ça. faire ça. Puis écoute, on est toutes les deux passionnés de politique, puis une élection, ça normalement, on aime ça, il y a beaucoup de contenu. Oui, mais exactement. présentement, je ne penserais pas que ce soit le bon moment. Puis, tu sais, il y a beaucoup justement de militants, par exemple, en ce moment, qu'avec la situation actuelle, sont en train de préparer les élections, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Donc, c'est un bon moment pour préparer, pour placer ses cartes, mais je ne croirais pas que c'est le temps, par exemple, de déclencher. Parce qu'on sait qu'une campagne électorale, peu importe que ce soit fédéral ou provincial, même municipal, c'est le contact humain qui compte. Oui. Puis là, oui. on ne pourra pas en faire. Là. Non, puis on l'a vu, par exemple, dans le cas que ce soit le cas de Dominique Anglade ou le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est très différent de faire Oui. une course. Dans ce moment-là, c'est des courses à la chefferie, Oui. mais c'est très différent. Puis, je pense justement au discours que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait après sa victoire en Zoom. C'est pas nécessairement quelque chose que tu Non. peux faire, puis ça rallie pas beaucoup de gens, là, on doit se C'est l'admettre. froid, il faut le dire. C'est C'est sûr. froid parce que le contact humain n'est pas là. Non, c'est sûr et certain. C'est dommage, mais c'est vrai. Yves-François Blanchet, il a été extrêmement sévère envers le nouveau ministre des Transports, Omar Al-Kabra, ce qui a soulevé l'ire de M. Trudeau. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu M. Trudeau prononcer des paroles aussi dures envers un adversaire politique. Et je rajoute, il était vraiment
fâché. Oui. Vous avez pris cette déclaration-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, personnellement, je suis vraiment pas pour la chicane en politique, puis pour que ce soit quelques insultes que ça peut être. Mais par exemple, en bon québécois, on dirait un moment donné, il faut mettre son pied à terre parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se passer, puis il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Dans le cas du ministre Alghabra, écoute, un communiqué qui commence par « Je ne voudrais pas insulter personne, mais la plupart du temps, je ne voudrais pas jeter le blâme sur personne, mais ben, ça jette un blâme ou une insulte, peu importe la manière que tu peux lire le communiqué. De prononcer des propos ainsi, qui sont assez, disons-le, diffamatoires, puis qui ne sont pas confirmés. Des propos, par exemple, on traitait quasiment le ministre Alghabra de quelqu'un qui faisait partie de l'islamiste radical. Oui, exactement. Donc, il y a moyen de pratiquer. Écoute, à ce moment-là, j'ai trouvé que le député François Blanchette, chef du Bloc, a comme mis tout le monde dans le même panier. Puis, c'est quelque chose qui arrive tristement souvent au Bloc québécois ou au Parti québécois en général. Disons, les gens plus à droite, c'est que c'est pas parce que vous êtes musulman que vous allez joindre l'État islamique, parce que, croyez-moi, il y en a beaucoup qui pratiquent la religion musulmane, puis c'est pas tous des islamistes radicaux. Puis c'est dommage qu'on pense ça. Puis on essaie d'établir une espèce de collaboration entre les différents ministres puis les députés, mais ça vient tout briser parce qu'on s'arrête puis on se bute à la race de la personne ou à la nationalité ou à ses antécédents. C'est qu'on s'en prend personnellement. Ce qui n'est pas recommandé si on veut une bonne communication puis une collaboration adéquate. Donc, moi, je pense que M. le Premier ministre Justin Trudeau a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai trouvé ça comique de la manière. Il se contrôlait, mais pas trop, disons-le. On voyait qu'il était vraiment fâché. Mais c'est des choses qui ne se font pas en politique, puis on devrait tous s'accepter, peu importe notre background, peu importe la race qu'on a, la nationalité, et ainsi de suite. Là. Mais M. Blanchette a un petit peu tendance aussi à dévier une petite affaire. Parce que l'affaire des agents de bord versus des pilotes, encore là, il s'est mis les pieds dans les plats. Il ne faut pas avoir peur des mots. Non. Les agents de bord n'étaient vraiment pas de bonne humeur. C'est ça. Ils s'excusent le lendemain. Mais le mal est fait à ce moment-là. Le mal est fait, puis les excuses doivent avoir lieu. Là. On veut les excuses à ce moment-là, c'est sûr et certain. Ça vient mettre un certain bon, mais le mal est fait. Oui, c'est fait. Moi, j'espère que le reste de la population se rappelle de ça. Moi, je suis convaincu que François Blanchette fait des bons coups. En fait, j'en suis sûr, je le vois, mais quand il tombe dans cette espèce de pattern-là, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop à droite, puis c'est pas inclusif, puis c'est pas un Canada comme ça qu'on veut non plus. On va toucher à un point de vue qui est vraiment très sensible, M. Barry. On va parler du poste de gouverneur général du Canada. Et en particulier de Mme Julie Payette, de son passage à ce poste-là qui a semé tout un émoi il n'y a pas tellement longtemps. On l'a accusé, on l'a allégation de harcèlement, dénigrement, d'insultes, d'injures qui ternissaient l'image de sa fonction, et ce depuis plusieurs mois. Ce n'est pas digne du poste qu'elle occupait. De n'importe quel poste, d'ailleurs. C'est pas digne de faire ça. Non. Mais il serait pas temps de reviser ce poste-là aujourd'hui. Il sert à quoi? Je sais que vous allez me dire, ben là, selon la Constitution, il faudrait rouvrir la Constitution. On n'a rien qu'à l'ouvrir. C'est quoi l'affaire? Arrêtons d'être dépendants de cette Britannique-là, s'il vous plaît. Arrêtons d'être dépendants des lois qui sont désuètes aujourd'hui. Arrêtons d'être dépendants de tout ce qui se passe en Chambre. Le protocole s'est rendu... Je vous pose, je dis arrêtons, mais c'est ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne serait pas temps aujourd'hui de dire on va revoir ce poste-là. Bien, moi, je pense que d'entrée de jeu, il faut dire que le poste qu'occupait la personne de Julie Payette ne méritait pas, par exemple, une dame, par exemple, qui proclamait des insultes de la sorte,
c'est sûr et certain que son CV à cette dame-là, appelons-la comme elle est, Julie Payette, Oui. bien, son CV était excellent, puis probablement que n'importe qui aurait été, par exemple, en place afin de choisir, le gouverneur général aurait dit « Ah, ben bingo, c'est quand même quelqu'un qui avait travaillé pour l'Institut des sciences, quelqu'un de très cultivé, de respecter dans le milieu globalement. » Là, par exemple, ce qui se passait, par exemple, dans des milieux fermés, des milieux privés, on ne pouvait pas nécessairement le savoir. Donc, pour ce qui est, par exemple, de l'abolition du poste, moi, en tant que tel, ce que je me dis, entre vous et moi, c'est sûr et certain que c'est constitutionnel, tout ça. Puis, la monarchie est constitutionnelle, donc il n'y a pas de poids politique, par exemple, du côté du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de poids politique. Si on veut passer une loi, c'est assez symbolique. C'est seulement un sceau qui est mis, par exemple, sur un projet de loi. Donc, si on avait à s'en départir, est-ce qu'il y aurait vraiment un problème? Pas vraiment. Est-ce que ça changerait nos vies? Pas vraiment non plus, parce que, justement, ça ne change pas réellement quelque chose. Par exemple, ce que j'aimerais apporter, c'est que ça va prendre quelqu'un pour dissoudre la Chambre, ça va prendre quelqu'un pour la rappeler, ça va prendre quelqu'un pour y mettre une pause. Oui, exactement. Il va y avoir des choses à colmater aussi ça. après. Là. Donc, ça prend quelqu'un pour occuper un poste de la sorte où on déclenche les élections. Mais pas si d'envergure qu'il est d'envergure comme ça, je suis pas d'accord avec ça non plus. Puis on s'entend sur ce point de vue-là, visiblement. Je suis pas d'accord avec le point que ces personnes-là, puis Paul Saint-Pierre Plamondon le mentionnait dans une de ses capsules humoristiques qu'il a fait, de vivre une vie de princesse, là, un petit peu. Là. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis n'importe qui vit une vie de prince et de princesse, je serais pas d'accord. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va prendre quelqu'un pour ce poste-là de toute manière. Donc, il va vraiment avoir un remaniement à faire, mais avec moins d'ampleur. Avec moins d'ampleur, moi, j'aurais aucun problème avec ça. Puis, j'aurais pas de problème à ce qu'on abolisse la monarchie. C'est seulement que c'est, encore une fois, au niveau logistique, au niveau constitutionnel, législatif, c'est quelque chose qui reste compliqué. Donc, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les gouverneurs généraux qu'on a eus dernièrement, mais seulement dépenses démesurées de Mme Michaëlle Jean, voyage extravagant de Mme Clarkson, climat toxique imposé par Julie Payette. Puis si on vient au Québec, en plus de ça, Mme Thibault, on sait tout ce que c'est qui s'est passé avec elle. Bien, c'est quelque chose qui est décevant. Puis c'est quelque chose qui serait décevant dans n'importe quel cadre de travail. Là. On peut s'en convenir. Par contre, je ne croirais pas que c'est quelque chose qui... Je ne crois pas que c'est la fonction qui est mauvaise, mais je pense que c'est, par exemple, les personnes qui y sont insérées. Là. Une dernière question, parce qu'il reste à peine une minute. 74% veulent abolir la monarchie. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Moi, c'est le 26% qui est pour la monarchie. Et vous? Ben, écoute, je pense que c'est une statistique qui est importante. Par exemple, il faudrait regarder les pour et les contre, puis s'établir un espèce de tableau pour voir, mais je suis probablement sûr que ça pencherait vraiment du côté où c'est pas nécessairement utile. Là. Je pense qu'on en vient tous les deux à la même conclusion. On pourrait ouvrir un poste qui pourrait contrôler plusieurs choses, parce qu'il y a une dissolution de la Chambre qui doit être faite par une personne comme ça. Après ça, assermentation, etc. Mais on n'est pas obligé d'avoir un poste de gouverneur général. C'est l'envergure qui cause problème. Voilà, exactement. 250 000 pièces par année, puis une pension à vie de 12 000 pièces par mois après, compte de dépenses de 100 000. Bon, je vais arrêter là. Monsieur Barry, merci. On aurait pu continuer longtemps. Oui, parce que regardez, en voulez-vous d'autres questions? Il y en a encore en mettre. Monsieur Barry, merci infiniment. C'était encore une fois très intéressant. Puis je vois votre implication politique, puis vous en mangez de la politique, puis continuez de même. Puis je sais qu'un jour, on va vous voir probablement à Québec ou à Ottawa. Merci beaucoup, monsieur Barry. Merci beaucoup, encore une fois. Très apprécié. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.